faisons partie de ceux-là qui réclament justement la refonte des programmes scolaires parce que nous considérons qu'on ne peut pas, après plus de 6 décennies d'indépendance, continuer à traîner avec des programmes calqués sur le pays colonisateur. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois savoir que les programmes n'ont pas été revus. Et donc je ne comprends pas, voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on peut poser un sujet pareil dans un programme d'histoire lié à un discours du Premier ministre à l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adéticopé. Je n'ai pas compris très bien le rapport entre ce sujet hautement politique et l'histoire géo en question. Première chose. La deuxième chose, c'est que on nous a toujours appris qu'une rédaction, c'est la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Maintenant, tel que le sujet a été présenté, on dit, bon voilà, Madame le Premier ministre a affirmé que le Togo est rentré dans la modernité avec un certain nombre de réalisations majestueuses et tout, et que la tante affirme que non, ils racontent seulement, ils ne font rien. Maintenant, la question, la plus objective, la plus intellectuellement honnête, la plus probable, c'était de dire aux enfants de s'appuyer sur un certain nombre de faits pour donner leur opinion sur ce qui a été dit. Comme ça, le champ, il est ouvert. À partir de l'instant où on dit aux enfants de s'appuyer sur ce qu'ils savent de ce qui a été réalisé par le gouvernement pour démontrer à la dame que ce qu'elle a dit est faux, c'est qu'on est en train justement de coloniser l'esprit des élèves et on les oblige à se mouler dans une vision purement politique. Et ça veut dire que l'État est en train d'endoctriner les enfants, de politiser le monde scolaire, alors qu'il y a une franchise scolaire qui oblige même l'État à protéger les apprenants contre la manipulation, contre l'endoctrinement et contre un certain nombre de choses. Je trouve cela particulièrement scandaleux parce que, en fait, le monde scolaire, ce n'est pas le créneau par lequel les dirigeants vont chercher à se faire encenser. Lorsque vous réalisez des œuvres, ce sont elles qui parlent en votre nom. Vous n'avez pas besoin d'obliger les gens à vous dire que vous êtes bon. Mais acceptez simplement que les gens vous disent le regard qu'ils portent sur vous à partir des réalisations que vous menez au sommet de l'État. Et donc, vous devez laisser libre cours à la pensée. Il faudrait que l'esprit des enfants puisse méandrer dans les réalités qu'eux, ils voient, ou du moins dont ils ont entendu, pour pouvoir s'expliquer. Et puis, le plus grave dans cette histoire, c'est quoi? C'est que nous avons eu la preuve de tous qu'au cours de l'année scolaire, le monde scolaire et l'État étaient à couteau tiré. Que les enseignants ont grévé. Il y en a même qui croupissent encore en prison parce qu'ils ont revendiqué des droits. Donc ça veut dire que c'est le désamour complet entre le monde enseignant et le gouvernement. Imaginez donc qu'à partir du moment où les enfants ont été contraints de guerre lasse, de tenir un raisonnement pour respecter l'esprit du sujet, ils encensent systématiquement le gouvernement et les enseignants qui sont chargés de corriger des papiers anonymés, des feuilles anonymées. Mais vous pensez que l'enseignant serait heureux de voir un élève en train d'affirmer que oui, tout est merveilleux au Togo, alors que lui, sa situation n'est pas bonne, alors qu'il voit des réalités? Nous avons parlé, je crois, on a passé plus d'1 heure ici, à parler du manque d'infrastructures, de tout ce que le Togo vit. Sa modernité commence par où et s'achève à quel niveau? Donc, les enseignants risquent de saquer sérieusement des élèves sur cette épreuve-là, juste parce qu'ils ont un ressenti négatif. Et les élèves sont alors doublement, voire triplement victimes. Un, on les a contraints à tenir un raisonnement dont ils ne sont forcément pas convaincus. Deux, parce qu'ils ont raisonné de cette manière-là, les enseignants qui ne sont pas de cet avis-là, mais vont les sanctionner avec des notes lamentables. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que c'est un risque que les gens ont pris, mais qui frise, qui est à la limite de la malhonnêteté. Et ce qui me choque encore, c'est que le monde scolaire togolais est quand même piloté par un agrégé de droit. Et lui, il est souvent heureux
de nous rappeler qu'il est du droit, qu'il a fait le monde du droit et qu'il défend le droit. Donc, dans sa guerre avec les enseignants, c'est toujours ce qu'il a toujours proclamé, que, ben, écoutez, il faut respecter les lois parce que c'est les lois qui régulent la vie de la société, etc., etc. Alors, comment il peut alors laisser passer un papier de cette nature qui est quand même compromettant pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le regard objectif qu'un élève peut porter sur la gouvernance qui est à partir dans laquelle il vit. Donc moi je crois que c'est très grave et j'ai le sentiment que les gens ont envie de se donner une bonne conscience. C'est-à-dire qu'ils ont envie juste de se laisser flatter. Et là ça veut dire qu'il y a une forme d'ego qui est en train de s'amplifier et ça c'est très dangereux. Il va falloir que les gens se ressaisissent et acceptent le regard objectif et naturel que les citoyens portent sur eux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils seront en mesure de se remettre en cause, éventuellement, parce que lorsque la majorité des gens vous formulent des critiques et vous amènent à comprendre que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous êtes obligé de vous remettre en cause. Parce que vous êtes là pour le peuple, bien entendu. Mais vous ne devez pas, en aucun cas, obliger les enfants ou les citoyens à vous encenser, à dire que vous êtes les meilleurs. Et puis vous gagnez quoi en retour? Juste que ça flatte votre ego, ou bien votre intention, c'est d'abrutir l'esprit des enfants et donc d'avoir des esprits aplatis pour demain. Ça, c'est très dangereux parce que si vous voulez construire une nation prospère, j'ai toujours dit que ce sont les citoyens épanouis qui créent la richesse d'un pays et qui permettent de développer le pays. Le rôle de gouvernance, c'est tout simplement de créer l'environnement, de créer l'écosystème, de veiller au respect des règles du vivre ensemble et qui laisse alors que les gens par eux-mêmes puissent émerger, affirmer leurs compétences, leurs attributs, leurs qualités, etc. Et puis donc, tout évolue naturellement. Mais si le dirigeant lui-même pense à lui, au point même d'appeler les citoyens à l'encenser, je crois qu'on a raté le coach. Ferdinand a toujours parlé du nivellement vers le bas dans l'éducation au Togo. Cette preuve-là, ça promeut ce nivellement vers le bas. Lucas a pratiquement tout dit, le mot scandale est peu, ce n'est qu'un euphémisme. En regardant ce sujet-là, d'abord qui n'a rien à voir avec l'histoire ni la géographie, les gens qui ont dénommé la zone industrielle d'Adétikop et Pia, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quelqu'un peut se dire, mais on parle de Pia, il connaît un autre Pia pendant longtemps, vous voyez. Donc on peut dire que là-bas, à Kara, c'est Pia haut, maintenant à Détikop, bon, c'est Pia bas. Bon, ça c'est une parenthèse, mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire et c'est très dangereux. Et le monde scolaire, c'est le monde de la formation, c'est le monde où on apprend l'autonomie de la réflexion et de la pensée. Ce n'est pas le cadre où on met les gens dans un tunnel, on les dirige vers un seul endroit. Parce que ce qui se passe là, je dis le mot grave, même n'est qu'un euphémisme. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on recherche en donnant ce sujet aux enfants. Ça n'a rien d'histoire, ça n'a rien de géographie. Vous voulez faire un projet, vous voulez créer une zone industrielle, il n'y a pas de souci. Si ça réussit, tout le monde va l'observer, tout le monde va le toucher du doigt. Vous n'avez pas besoin de dire aux enfants, dans un sujet orienté, de réfléchir en disant oui, ceux qui disent que c'est faux, ils n'ont pas raison, que c'est le gouvernement qui a raison. Ce n'est pas pour rien que les gens d'UNIR, ils sont allés se mettre ensemble avec le Parti communiste chinois. Vous savez que c'est leur alter ego. Ils vont là-bas souvent pour la réflexion, pour la formation, ils sont ensemble, c'est leur parti frère. Et vous savez l'histoire du Parti communiste chinois. C'est la canalisation de la mentalité vers, même si aujourd'hui les Chinois ils prennent encore un tout petit peu de liberté, pour eux c'est le guide. C'est comme la Corée du Nord. Voilà. Et donc, il ne faut pas ramener... que la Chine se développe. Voilà. C'est pas lui. C'est émerveille le monde entier. Ça veut dire que si vous êtes un visionnaire, on peut se dire que bon, votre vision vous amène à adopter des gens. Mais c'est qu'elle fait ici. Là, c'est une méthode d'abrutissement.
on est en train d'abrutir les enfants. Et c'est dangereux. C'est très dangereux pour ce pays. Quand on était encore enfant, il y avait des macarons qu'on nous donnait à l'école ou bien qu'on nous obligeait à acheter, où il y avait la photo de Yadema, qui était une photo très claire. Et vous savez que c'est une méthode chinoise. Et c'est les Chinois qui avaient produit ça. C'est-à-dire que on essaye de vous présenter de la meilleure manière possible pour que votre peuple vous accepte. Voilà. Et donc, on a fait ce macaron-là qu'on nous obligeait à acheter 10 francs à l'école. À l'époque, ceux qui n'achetaient pas, on leur donnait, les gens mettaient ça sur leur kaki et tout ça. On est en train de revenir dans la même méthode, ça. On est en train de revenir dans la même méthode. Et c'est inquiétant parce que ceux qui ont aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui est composé des gens qui sont pour la plupart des universitaires. C'est composé pour la plupart des universitaires. Donc des gens qui savent l'importance de l'enseignement, de l'éducation et qui savent serrer la propagande. Donc qui sont censés Connaître les limites de la propagande. Qui sont censés savoir que la politique ne doit pas rentrer dans l'éducation. Et lorsqu'on en vient à poser des sujets comme ça pour un examen, personne n'arrive à cerner ce qu'on est en train de rechercher auprès de l'enfant, auprès de l'apprenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent approche par compétence, des trucs comme ça qu'ils font, mais on n'arrive pas à cerner réellement ce qu'ils sont en train de rechercher en posant ce sujet-là. Est-ce que ça a été même au programme? Est-ce que les élèves savent même ce qu'on appelle la plateforme industrielle d'Adéticopé? Est-ce qu'ils le savaient? Et donc, ça, c'est les symptômes même du délitement même de notre société. Ce que vous appelez pas le nivellement par le bas. Et moi, je n'ai pas de mots assez graves pour qualifier ce sujet-là. Normalement, dans un pays où les gens se respectent, l'association de je ne sais quoi des parents d'élèves, les inspecteurs, tout ça, doivent faire pression pour qu'on nous explique d'où est venu ce sujet-là. Même les associations de défense des droits de l'homme. Les associations de défense des droits de l'homme. Pourquoi on nous explique d'où est venu ce sujet-là? Parce qu'on envoie les enfants à l'école pour se former, pas pour sortir abrutis. On envoie les enfants à l'école pour acquérir, pour avoir l'autonomie de la pensée, l'autonomie de la réflexion, pas pour sortir canalisés comme des moutons de panurge. Donc, si la société est vraiment organisée, même les politiques, on parle des droits de l'homme, tout ça, même les politiques doivent réagir. Les gens doivent demander, mais c'est quoi ce sujet-là? Pourquoi donner ce sujet-là à un examen? Toute l'histoire du Togo qu'on connaît là, ils n'ont pas trouvé des trucs assez intéressants comme sujet à poser aux enfants. C'est cette histoire de plateforme d'Adéticopé. Mais qui même représente quoi aujourd'hui? Pour qu'on puisse en faire un sujet d'examen. Nous le disons pour que demain, au bac et éventuellement à d'autres examens, on ne nous sorte pas des histoires à dormir debout qui deviennent des sujets d'examen. Peut-être que demain on va nous dire qu'est-ce que vous pensez de la route Lomé-Palimé que Eboma a réalisé. On va mettre ça dans un sujet. On va mettre ça dans un sujet. Non, mais si le sujet est posé de cette manière, ça colle bien. Si on dit qu'est-ce que vous en pensez, non? Bon, moi, je dis ça. Ils vont la poser à leur manière. Ils vont la poser à leur manière. Voilà, la route est merveilleusement faite. Voilà, donc, encensé, donc. Ils vont la poser à leur manière. Et donc, c'est de grâce, il faut que ceux qui ont... Il ne faut pas s'amuser avec tout. Non, mais Ferdinand, tu parles du programme, du programme en troisième, mais il y a un autre sujet qui a parlé de l'histoire du programme. Par exemple, on donne une liste de partis politiques. On a de s'unir dedans. Voilà. Il faut faire sortir l'intrus. Je vous dis que nous sommes dans un processus de comment on appelle ça? D'infantilisation même des esprits. De propagande comme on en connaît au temps du parti unique. Et ces systèmes-là, on ne les trouve que dans les pays communistes d'avant. Chine, aujourd'hui, le symbole même, c'est la Corée du Nord.
ne sais pas si vous voyez, là où il n'y a que 2 télévisions, tout ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que les télévisions, 2 télévisions que vous êtes obligés de suivre là, c'est seulement la télévision de la République populaire de Corée. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est le bien de Kim Jong-un, de Kim Il-sung, de son arrière-grand-père. Et tout ce qu'on vous dit, c'est comment vous devez vous coiffer. Et il y a le nombre de coiffures que vous êtes obligés d'avoir en Corée du Nord. Il y a là-bas, il n'y a pas de jeans. On ne porte pas de jeans là-bas. Là-bas, c'est les mécréants qui portent les jeans pantalons là. C'est pour les mécréants. Donc, on est dans un système comme ça. Les gens sont en train de ramener. Déjà que UNIR se comporte comme un parti État. Quand UNIR devait fêter ses 10 ans, non? Ah, t'as pas mis la dernière fois. 10 ans, non? 12, ouais. Toute l'administration était vide. Toute l'administration était vide. Tout le monde est parti à Takpamé. Et pourtant, c'est un parti comme tous les autres. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'administration, si vous êtes dans l'administration, vous ne pouvez avoir de promotion que si vous avez la carte du parti bleu. Si vous n'avez pas de carte du parti bleu, vous resterez là-bas. Vous avez beau être compétent. Le moins compétent, on le prendra, on le mettra devant vous. C'est les réflexes du parti unique. Quand vous prenez le football aujourd'hui, excusez-moi de faire du coq à l'âne, la plupart des présidents des clubs de football aujourd'hui, ils sont députés ou ils sont dans UNIR. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans UNIR aujourd'hui, vous ne pouvez pas tenir valablement un club de football. Après, on se plaint que le football togolais ne marche pas. Tout ce qui est politisé ne peut pas marcher. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires aujourd'hui, si vous n'avez pas la carte bleue, ou bien si vous ne tournez pas dans leur sillage, vous ne pouvez pas entreprendre librement. Vous ne pouvez pas faire les choses librement. On demandera si vous êtes des nôtres avant de vous donner un marché. On vous demandera si vous êtes des nôtres avant de vous faire un prêt dans une banque. Non, on vous demandera... On ne va même pas vous demander, c'est-à-dire que on vous juge. Oui, on vous juge. On vous juge. Ah ben, ça vous-même. Voilà. Vous Donc, parfois, ça, pour pouvoir avoir du fouet, vous êtes obligé d'aller faire de jouer à l'âne, de faire du clown, pour qu'on puisse signer un papier pour vous. Un tel état d'esprit ne développe pas un pays. Même la Chine qui était un parti communiste tellement ancré dans le culte de la personnalité, avec les réformes de Deng Xiaoping dans les années 70, 74 par là, la Chine a basculé dans le giron des pays néolibéraux. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas plus capitaliste aujourd'hui que les Chinois. Mais ils maintiennent un système qui est plus ou moins un système politique communiste, mais sur le plan économique, ils ont basculé dans le capitalisme. Parce qu'ils ont compris que leur avenir dépend de là, leur suivi dépend de là. Mais pourquoi nous on est là? On a toujours les méthodes du parti unique, juste pour détruire tout ce qui est autour de nous. Si vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes contre nous. Vous ne pouvez pas prospérer. Donc c'est cette mentalité-là qu'on est en train, insidieusement et dangereusement, en train d'inculquer aux enfants à travers l'éducation. De grâce, il faut qu'ils enlèvent leur affaire de politique dans l'éducation. On sait que, bon, de temps en temps, ils mettent des trucs dedans, mais il faut que les sujets d'examen soient des sujets dépolitisés. Sinon, on va fabriquer des enfants, vraiment, et le pays ne va pas avancer. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Nous sommes d'accord qu'il y a un besoin de créer une conscience nationale autour d'un certain nombre de valeurs qui permettent à chaque citoyen de se retrouver et de se dire, nous portons ce rêve-là pour notre pays. On est d'accord? Et ça peut passer, bien entendu, par le monde scolaire, parce que c'est la pépinière de l'intelligentsia de tout pays. Donc, voilà pourquoi nous considérons qu'il est fondamental et déterminant de faire la refonte des systèmes éducatifs dans nos pays, parce que ce qu'on fait ingurgiter aux enfants n'est pas approprié ni pour l'emploi, encore moins pour édifier leur esprit et faire d'eux des citoyens épanouis, responsables, etc., etc. Mais la manière dont le sujet là a été posé veut montrer clairement qu'on n'a pas confiance à ce que les élèves pourraient dire si on leur laissait la liberté de donner leur opinion sur ce qui a été dit. Et c'est là où la mesquinerie intervient. Parce que, logiquement, lorsque vous avez foi aux œuvres que vous faites, quand vous avez foi à votre vision, et vous avez la confiance que les citoyens qui sont les destinataires de vos initiatives sont rentrés dans votre dynamique, approuvent
approuvent et vous adoubent, mais vous leur laissez la liberté absolue de se prononcer sur ce que vous faites. Et c'est là où, lorsque vous voyez que la majorité s'allie à ce que vous faites, vous êtes émerveillé. Là, vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Mais si par vous-même, vous décidez de forcer les gens, parce que ça, c'est un forcing grave qui ne laisse aucun choix aux enfants. D'abord, c'est parce que c'est un examen, donc on ne peut pas dire, je ne vais pas faire l'épreuve là, voyez-vous. Et puis deux, on ne peut pas sortir du carcan, de la bulle qui est définie par le sujet. Voilà, de la bulle qui est décidée par le sujet. Et c'est en cela que c'est très grave. Et j'ai dit tout à l'heure que l'esprit des citoyens est engorgé par des futilités, et je pense que nous y sommes encore une fois. Parce qu'on ne laisse pas libre cours. Mais comment les gens font, comment les États, les pays à économie forte font pour asseoir les socles de leur développement? Mais vous allez en Chine, le petit Chinois, il est à l'école, mais il est capable d'entreprendre quelque chose par lui-même. C'est-à-dire qu'on laisse l'esprit méandrer. On laisse libre cours aux enfants, à l'esprit de l'enfant, d'entreprendre tout simplement. Mais on ne peut pas confiner. Et ça, on a confiné gravement l'esprit des enfants à un examen juste parce qu'on a envie de se faire encenser. Juste on a envie de se donner une bonne conscience. Juste qu'on a envie de se laisser flatter. Et donc, lorsque les enfants seront contraints justement d'écrire, bon, ça peut être, on peut alors puiser des portions des éléments évoqués par les enfants pour s'en vanter. Que, ah ben oui, on est sur la bonne voie. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je crois qu'il y a suffisamment de créneaux, suffisamment de vecteurs, suffisamment de miroirs dans lesquels nos dirigeants peuvent se voir. La preuve, nous faisons déjà une émission de plus d'1 heure ici, mais nous sommes obligés d'évoquer ce qui ne va pas. Nous serions heureux d'évoquer ce qui va. Pour la simple raison que notre mission en tant que journaliste, c'est d'évoquer les faits et de les analyser. Lorsqu'ils sont bons, on ne peut pas être malhonnête pour dire le contraire de ce qui est évident et que tout le monde perçoit. Vous voyez, lorsque vous faites une émission et vous voulez voir si vraiment vous avez été à la hauteur des attentes des populations, etc., voyez les commentaires qui se font. À partir de ce moment-là, vous avez une opinion sur ce que vous auriez dû faire, ce que vous avez fait de bon et ce que vous n'avez pas pu faire. C'est comme ça que vous ne pouvez pas danser en vous appréciant. C'est avec l'appréciation des autres que vous avez l'assurance d'être sur la bonne voie ou pas. Mais si vous les obligez et vous les contraignez soit à ne pas parler ou alors à parler seulement en votre faveur, ça veut dire que vous-même, instinctivement, consciencieusement, vous savez qu'en réalité, vous ne répondez pas. Si vous répondez, vous laissez le libre cours et vous serez même émerveillé par ce que les gens vont sortir en ce qui concerne le regard qu'ils portent sur vous. Et vous allez vous dire, ah bon, ah ben, j'ai atteint ce niveau-là. Voilà comment vous vous découvrez à travers le regard des autres. Franchement, j'espère qu'on fera l'effort de sortir de ce carcan-là, de cette méthode mesquine et pas vraiment saine d'endoctriner les gens, d'endoctriner même les citoyens, d'étouffer la pensée critique. Mais vous savez, la critique, pour moi, c'est la clé de la vie sociale. Je perçois cela comme étant un élément fondateur qui permet justement de libérer les esprits et d'amener les gens vers l'excellence. C'est fondamental. Et puis, la critique fait partie des phénomènes naturels même. Vous voyez, si vous n'avez pas une opposition dans une action, vous ne pouvez pas la réussir. Pour que vous puissiez marcher, il faut que le premier pied s'oppose à l'autre pour qu'il y ait mouvement. Pour que vous puissiez parler, il faut que la lèvre supérieure s'oppose à la lèvre inférieure pour que la parole sorte. Donc, il faut voir cela de cette manière-là et comprendre que la critique, c'est la clé déterminante la pensée dans une société. Et vous ne pouvez pas vous proclamer humain si vous n'êtes pas en mesure d'accepter les fondamentaux qui font notre humanité, qui caractérisent l'être humain. Le fait de parler, le fait de réfléchir, le fait d'écrire, ce sont des atouts inestimables que nous avons en tant qu'être humain, que les autres créatures n'ont pas. Et donc, lorsque vous les avez, vous devez pouvoir les assumer. Et c'est ça qui fait de vous un être humain. Comment on peut empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes et dans le but de construire quelque chose de sain pour l'ensemble de la société? Ça, c'est vraiment dangereux. Et j'espère que les gens prendront conscience du danger et du risque auquel ils exposent donc les jeunes apprenants et même
la société dans son ensemble pour que nous puissions consolider les principes du vivre ensemble et donc de construire une société suffisamment épanouie au fil du temps. Merci beaucoup, Luc. En tout cas, on aurait aimé voir la tête des élèves devant ce sujet-là au cours de cet examen-là.